Après l'accident, jour 1. Mon vieux stylo plume est cabossé et plein de poussière, mais l'encre n'a pas complètement séché. Si je dois mourir dans cette cabane, vous aurez consigné ici mes dernières paroles. Je n'ai ni famille, ni amis à qui transmettre ces mots. Ils pourront servir à relater un temps qui, je l'espère, aura passé. Je m'appelle Chance, comme si, à la naissance, mes parents avaient voulu conjurer le sort. Un nom à mi-chemin entre un espoir et une supplication. Un nom en sortilège vaudou. Je suis né à la fin de la 3e guerre humaine. Mes parents m'ont fait naître pour que la vie continue, coûte que coûte, pour que l'espoir ne meure jamais. Je sais que ma vie aujourd'hui servira de témoin au crépuscule de l'humanité. Même une fois la guerre terminée, les terres arides et les pays dévastés n'ont pas su se relever et renaître de leurs cendres. La respiration de la planète ralentit, et je lui tiens la main dans ces derniers moments. J'ai vécu une vie de voyage pour trouver 3 choses. De la nourriture, un endroit où dormir et des pièces pour réparer ma moto Stewball. Je l'ai appelé comme le cheval dans la chanson que me chantait ma mère, gamin. C'est une chanson débile, mais le nom est resté. Je roulais depuis 2 jours sans croiser personne, ce qui n'est pas inhabituel. La population mondiale avait été divisée par 200 en 75 ans, alors on manquait pas de place. Si les États existaient encore, je serais dans ce qui s'appelait l'île Yémen. J'ai roulé sur une mine oubliée de tous et Stewball a explosé. La terre entière est parsemée de bombes qui n'ont pas encore été prévenues que la guerre est terminée, qui explosent régulièrement comme les échos d'un cri très lointain. Stewball la moto a rejoint le destin de Stewball le cheval. J'aurais dû m'en douter. Et j'ai volé moi aussi. Il pleuvait ce soir-là, il faisait sombre. Et en boitant, j'ai rassemblé mes affaires éparpillées sous la pluie pour les jeter dans une ancienne cabane de pêcheurs sur pilotis au-dessus d'une rivière et m'y évanouir. Quand je vois ce matin les blessures que j'ai, je suis étonné d'avoir réussi à me tirer jusque-là. Outre les bleus et les égratignures sur tout le corps, côté droit, j'ai une vilaine plaie dans le ventre que j'ai pansée ce matin. Mais j'ai perdu pas mal de sang. Et je suis à peu près sûr d'avoir la jambe droite cassée. Génial. Je pense pouvoir m'en tirer, cela dit. J'ai ma trousse à pharmacie, j'ai réussi à me faire un truc pas trop sale. En revanche, j'ai à manger pour 4 jours. Et l'automne qui arrive va vite refroidir l'air. Et il me reste 13 cartouches pour mon fusil. Je ferai un inventaire plus complet demain, si demain est là. Je prends ça avec un calme qui m'étonne, cela dit. Je crois que je sais que personne ne passera jamais par ici, et personne ne pourra m'aider. On crie toujours pour quelqu'un. Chance. Après l'accident, jour 2. Dire que j'ai mal dormi serait un euphémisme. Ma blessure au ventre est toujours très douloureuse au contact, rouge et gonflée. J'essaie de la garder propre en changeant mes bandages tous les 4 heures, mais les conditions d'hygiène de la cabane sont pas idéales, et mes stocks de désinfectants et de bandes ne sont pas infinis. Je me suis bricolé une attelle avec une planche de bois et une vieille chemise pour ma jambe. Si j'ai encore ni la force ni l'envie de me lever, ça devrait faire l'affaire. Mais ce qui m'a le plus dérangé lors de cette première nuit, ce sont les bruits. Je sais que ma probable fièvre pourrait me faire entendre des choses, mais pourtant ça me paraît bien réel. La cabane en elle-même est entourée d'une sorte de plateforme, un petit couloir ouvert duquel les primo-occupants devaient pêcher, séparés du bord par une petite rambarde. Et la nuit dernière, j'aurais juré entendre quelqu'un marcher sur cet espace, autour de la cabane. Par contre, j'ai entendu cette personne ni escalader les pilotis, ni prendre la passerelle. Et les pas se sont arrêtés d'un coup. J'entendais aussi, de manière plus lointaine, des bruits d'eau, comme si on transportait une bassine ou un jerrycan. La provenance de ces bruits-là est plus incertaine parce que tous me proviennent de l'unique fenêtre dans la cabane, qui laisse aussi rentrer le froid. Et il est donc difficile de les localiser spatialement. Il m'a semblé aussi entendre quelqu'un chanter au loin, mais je suis presque sûr que c'était le vent.
Perdu et effrayé dans les brumes de sommeil et de la fièvre, j'ai pas osé appeler la personne qui marchait. Si je réentends ces bruits, je crierai quelque chose pour en avoir le cœur net. Inventaire sélectif. Mes affaires, mon sac, quelques vêtements, plus que 3 jours de nourriture. Aujourd'hui, c'était une barre de céréales goût bœuf. Pas ouf. Un fusil 13 cartouches, trousse de premier secours, une lampe électrique, mon couteau, une corde, mes 3 bagues de télévas, mon portefeuille avec les photos, mon cahier et mon stylo et mon harmonica. Dans la cabane, il y a un petit meuble en bois qui est fermé, des débris de bois et de métal, un cadre sur le mur, je dirais une femme, un filet et des traces d'un vieux feu de camp. Et dehors, les restes de ma moto, j'imagine, la rivière. J'explorerai tout ça quand je pourrai marcher. Là, il faut que je dorme. Chance. Après l'accident, jour 3. Je suis toujours vivant, et ça va plutôt mieux. Ma blessure au ventre semble en bonne voie de guérison, même si on en est encore loin. Mais si je meurs, ce sera pas de ça. J'ai même poussé le vice jusqu'à essayer de me lever. C'était sûrement un peu prématuré. Ma jambe est toujours bien mal en point. C'est ça qui m'inquiète, car même si je me remets, je suis à des dizaines, à des centaines de kilomètres de la première zone habitée. Et Stubble est morte. Je me vois pas claudiquer aussi loin. Et en 3 jours, personne n'est venu par ici. Pas un bruit de moteur, rien. Je me suis donc dit que, tous les soirs, j'allais jouer de l'harmonica. 5 minutes au coucher du soleil. Outre le fait que la musique me fera du bien, quelqu'un l'entendra peut-être. On croise les doigts. De toute façon, demain, je me lève. Et je vous dis ce qu'il y a par la fenêtre. Je me fais à l'idée que je vais peut-être rester ici un petit moment. J'ai tout intérêt à rendre l'endroit habitable, à défaut de pouvoir le rendre confortable. Et, problème numéro 1, le toit n'est pas étanche. Le contraire m'aurait étonné, mais j'aurais aimé, rien qu'une fois, pouvoir justifier mon prénom. Quand je pourrai me lever, je devrais boucher les trous dans la tôle. Mais même en restant assis, j'ai fait un peu de tri autour de moi. J'ai placé une plaque de fer à un endroit où les gouttes ne tombent pas et j'ai pu m'improviser un petit foyer. Pas grand-chose, mais j'ai pu me faire chauffer de l'eau, de pluie, récupérée dans un seau qui traînait, pour me faire un thé. Un plaisir simple qui m'emplit de joie. J'ai pu aussi mettre la main sur le filet de pêche. Il est plein de trous, mais j'ai de quoi le rapiécer. Et il me sera utile une fois mes rations terminées. Celle d'aujourd'hui, c'était censé avoir le goût de tomate, mais ça n'avait qu'un vague goût sucré. Et demain, je pourrais aussi essayer d'ouvrir le petit meuble, et j'irai voir de plus près le cadre au mur. De loin, je crois deviner une femme, les bras croisés devant un bateau. Cette cabane, c'était peut-être la sienne. Si j'ai été réveillé cette nuit par la pluie qui commençait à tomber sur le toit de tôle, pas de traces de mon visiteur nocturne ou de chants lointains. Ça me confirme un peu l'hypothèse d'une hallucination de fièvre. Je tendrai à nouveau l'oreille ce soir, mais ça m'inquiète plus trop. J'ai juste peur que mon nouvel ennemi devienne l'ennui. Si je dors encore la majeure partie du temps pour récupérer, les moments où je suis réveillé, je suis vite limité dans mes activités. Je n'ai qu'un seul livre, celui-là, et c'est moi qui l'ai écrit. Je relis donc mes anciennes notes, des bouts de chansons, des listes de pièces mécaniques, des indications pour la route, une recette de cuisine. Ça fera pas de moi le grand écrivain de ce siècle, mais c'est mieux que rien. Le soleil se couche. Il fait tiède dans ma cabane grâce à mon feu mourant et je vais arrêter d'écrire pour sortir mon harmonica, même s'il est peu probable que la pluie permette à quiconque de l'entendre. Chance.
Après l'accident, jour 4, je suis debout. Tout mon corps me lance, mais j'observe enfin l'extérieur. Plusieurs cabanes comme la mienne s'alignent le long de la rivière. J'en vois 3 autres du côté de la fenêtre, que je nommerai cabane 2, cabane 3 et cabane 4, la mienne étant cabane 1. J'ai finalement été chanceux dans mon intuition car cabane 3 et 4 sont défoncées et cabane 2 n'a plus de passerelle pour y accéder. Je crois que j'ai choisi la seule cabane habitable, et ce, de nuit, avec le ventre ouvert. Il y a peut-être d'autres constructions en amont du fleuve, mais comme je n'ai qu'une fenêtre, je ne peux pas le voir. Et il faudra que je sorte pour ça, mais ce sera un autre jour. Je repère une carcasse de barque à demi coulée, réparable, dans lequel l'eau vient clapoter. Je tiens sûrement là l'explication des bruits que j'entendais. Et le vent qui souffle dans les alignements de pilotis peut sembler sifflant, voire chantant par fortes rafales. Quant au bruit de pas que je n'ai toujours pas réentendu, je crois que l'on peut tous dire que je l'ai rêvé. L'affaire est close. Entre la rivière et la pluie, l'eau douce ne sera pas un souci. En revanche, il ne me reste à manger que pour aujourd'hui et demain. Peut-être y a-t-il des choses dans les autres cabanes, des conserves, des rations lyophilisées, un rôti de chevreuil au miel. Et j'ai aperçu des buissons qui peuvent fournir des baies. J'ai intérêt à me remettre vite pour explorer tout ça. Par contre, me lever m'a vidé. Je suis resté debout 5 minutes et j'ai dormi 4 heures pour m'en remettre. Mais avant de me recoucher, avec la délicatesse d'une pierre dans une pente, j'ai rapproché de mon lit le meuble en bois et le cadre au mur pour les avoir à portée de main. Le petit meuble est fermé à clé, ce qui est mauvais et bon signe. Mauvais car il faudrait que je le force pour l'ouvrir et qu'aujourd'hui j'en suis bien incapable, mais bon, car ça veut dire qu'il est sûrement encore plein de ce qu'on avait mis dedans. J'ai entendu des choses remuer à l'intérieur. Et le cadre... La femme dedans, on dirait... On dirait Myrtille. Enfin... Elle ressemble, Myrtille, à ce que tu serais devenu aussi. À ce que tu aurais pu devenir. Après l'accident, jour 5. Cette journée a été un véritable ascenseur émotionnel qui m'a emmené très bas, mais qui finit très bien. Tout a commencé alors que j'ouvrais le dernier sachet de nourriture que j'avais pour me le faire réchauffer dans ce que je peux désormais appeler mon espace cuisine, quand je me suis rendu compte que l'emballage avait déjà été ouvert et qu'il ne contenait plus le mélange de protéines et d'arômes artificiels, mais j'y avais mis des écrous de rechange pour Stewball. La soupe au poulet promise et attendue avait déjà été mangée il y a des mois de cela. Mais là où je me voyais chercher de la nourriture aujourd'hui le ventre plein, je me retrouve à devoir le faire en urgence avec la faim qui me tord les boyaux. J'aurais sûrement dû m'y prendre plus tôt, penserez-vous, mais je peux à peine me lever aujourd'hui. J'ai préféré me reposer et rester allongé au maximum tant que je le pouvais. C'est donc dans un sentiment d'urgence mêlé de panique que j'ai été tester le filet rafistolé les jours précédents. On est censé, j'imagine, l'installer sur le crochet au bout de la corde accrochée sur le bras mécanique à l'extérieur de ma cabane. Un système de poulies, de mécanismes et de poignées permettent de baisser et lever le filet, ainsi que d'orienter le bras en lui-même. J'ai essayé toute la journée, en essayant différentes techniques, en attendant longtemps, en remontant le filet de suite, en faisant des longs mouvements de balayage, en le laissant immobile, et rien. Pas le moindre poisson. Je me suis dit que la pêche au filet ainsi ne devait fonctionner qu'à l'époque où le poisson abondait dans les rivières, avant les 3 grandes catastrophes, mais que c'était peine perdue d'essayer aujourd'hui dans ces temps de mort. J'ai continué d'essayer, jusqu'au coucher du soleil, et même au-delà, oubliant même mon appel à l'harmonica.
La nuit et le froid s'installaient autour de moi quand la luciole apparut. Une petite boule de lumière qui volait doucement au-dessus de la jumelle que lui faisait son reflet dans l'eau. Je contemplais cette pose hors du temps quand un poisson a jailli hors de l'eau et l'a dévoré. Il y avait donc des poissons, et ils étaient attirés par la lumière. J'ai donc redescendu mon filet dans les eaux noires en y déposant cette fois ma lampe, heureusement étanche. Je ne l'y avais pas laissé une minute qu'un lent balai de carpes dorées se faisait autour d'elle. Un coup sec et je remontais un filet frétillant, plein à craquer. Si je trouve effectivement des fruits et des plantes pour varier mon alimentation, la faim ne sera plus un problème. Et c'est donc en finissant une carpe grillée au feu de bois que j'écris ces lignes. Le cadre toujours à côté de moi. Il m'a vraiment foutu un coup hier. Je veux dire, je sais que ce n'est pas ma fille. Elle a été emportée par la maladie il y a maintenant 7 ans. Et au vu du cadre et de la cabane en général, la femme du tableau a vécu bien longtemps avant cela. Et pourtant, la ressemblance est telle que je dois mobiliser toute ma raison pour ne pas voir Myrtille qui aurait grandi. Cette même attitude de défi. Ce même regard qui semble lire en vous. Ce même demi-sourire moqueur. Elle me manque tellement. On m'avait dit que les choses deviendraient plus simples avec le temps. C'est faux. Chance. Après l'accident, jour 6. Puisque si quelqu'un lit ceci, ce sera dans très longtemps, je n'ai pas besoin de vous ménager ou de vous rassurer. Mais je crois que je ne suis pas le seul à habiter dans ces cabanes. Ça s'est passé cette nuit. J'ai fait un rêve, un peu décousu comme le sont les rêves, mais en voici les grandes lignes. Nous étions dans notre maison, à Ombre, avec Alia. Myrtille était encore vivante, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Elle partait vers la salle de bain, où le bain était rempli, et je savais que si elle y allait seule, elle s'y noierait. Je courais autant que possible dans ma maison qui semblait en ruine. Il fallait que je fasse attention à ne pas passer à travers le plancher qui risquait de s'effondrer. Je voyais des arbres, une forêt, à travers les trous dans le mur. J'arrivais dans la salle de bain. Myrtille était là, mais elle était adulte, elle était la femme du cadre. Elle se tenait debout à côté d'une baignoire de bois, et elle me faisait signe en souriant d'y entrer. Mais alors que j'allais obéir, elle me tendit un foulard pour que je me bangle les yeux. Je comprenais alors que c'était un gage de confiance pour ce qui allait suivre, et que si j'y allais les yeux ouverts, je n'y arriverais pas. Je me bandais donc les yeux et rentrais dans la baignoire, dans laquelle il n'y avait plus d'eau. J'accrochais mes mains au bord de bois de ce que je savais désormais être un bateau qui avançait dans une rivière. Le courant s'accélérait et je savais, comment, que j'avançais vers une cascade. J'entendis Myrtille me murmurer à l'oreille, d'une voix d'adulte que je ne lui connaissais pas, et pourtant je savais que c'était elle. Au bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Je savais qu'il fallait que je réponde quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire, et c'est à ce moment-là que les bruits m'ont réveillé. Empêtré dans les brumes de mon rêve comme un insecte dans la toile d'araignée, je tentais de renouer avec la réalité pour dénouer le vrai du faux de ce que mes sens m'envoyaient. Allongé dans mon lit, je tendais l'oreille, entendant l'impossible. Outre le désormais familier ronronnement de la rivière, j'entendais des discussions lointaines, plusieurs voix dans une langue que je n'arrivais pas à identifier, parfois des rires, parfois des chants, les mêmes chants que le premier soir, et peut-être le crépitement d'un feu de bois. Alors que je tendais l'oreille, retenant ma respiration pour ne moquer aucun son, je sursautais, surpris par un son beaucoup plus proche. Les bruits de pas, ils étaient de retour, tout proches, ils faisaient le tour de ma cabane. Ils semblaient hésitants, allant, revenant en arrière. Quand ils semblaient à la fois loin de ma fenêtre et de ma porte, je me levais en faisant le moins de bruit possible pour tirer cette affaire au clair. Mais je restais bouche bée devant le spectacle qui m'attendait, par ma fenêtre. Les 3 cabanes étaient en parfait état, toutes 3 éclairées de l'intérieur par des feux, qui faisaient danser par les interstices entre les planches de bois les ombres d'occupants qui semblaient deviser tranquillement. Je sortis précipitamment, oubliant ma jambe douloureuse pour, dans un fracas de bois et de métal, pour
Je ne sais pas, mais au moment où je passais le seuil de ma porte, tout redevint normal. Les cabanes étaient vieilles, détruites, sombres et inhabitées. Mais preuve que tout ceci n'était pas que le fruit de mon esprit malade, par terre, sur la passerelle, autour de ma cabane, des traces de pas dans la poussière, et sur le mur extérieur de ma cabane, écrit au charbon, hanté. Après l'accident, jour 7. Bon. Je suis quelqu'un de pragmatique. Ça fait déjà une semaine que je suis là. Il est temps de faire le point. Ça me fera du bien. Je m'appelle Chance. Et il y a une semaine, j'ai eu un accident de moto sur une route quelque part en Iliomène. Et je suis bloqué dans une cabane de pêcheurs depuis à cause d'une jambe douloureuse et d'une plaie au ventre qui cicatrise lentement et douloureusement. Je suis rattrapé par le fantôme de ma fille Myrtille, et j'espère que les guillemets sont justifiés, que la maladie a emporté il y a 7 ans. La nourriture n'est plus un problème entre la pêche à la lampe et les buissons de baies que j'atteins en claudiquant. L'énergie que ça me prend me confirme que je ne pourrai pas repartir de sitôt, du moins pas à pied. L'eau potable non plus entre la pluie et la rivière. La véritable inconnue est la mystérieuse et effrayante présence d'étranges voisins. Mes nuits, pas toutes, sont peuplées de bruits de pas, de discussions et de lumière, qui, s'ils me semblent bien réels, s'évanouissent aussi vite qu'un rêve ne le ferait. Une inscription sur mon mur prouve que je ne suis pas seul. Enfin, je l'ai vue la première fois où je suis sorti. Elle était peut-être là depuis le début. Mon arrivée a été trop chaotique pour que je sois sûr de mes souvenirs. Cette inscription cependant m'interroge, car quand je l'ai vue hier, j'ai pu la lire. Hanté, ai-je inscrit sur le journal. Mais aujourd'hui, à la lumière du jour, les symboles m'apparaissent incompréhensibles, comme une écriture ancienne inconnue. Ai-je rêvé hier, ou une sombre magie se cache-t-elle là-dessous? J'y ai pensé toute la journée, et l'hypothèse des fantômes s'impose lentement à moi, bien que je n'y ai jamais cru. Les manifestations étranges se passent toujours la nuit, et bien que je n'ai pas de source universitaire, j'imagine que les fantômes sortent plutôt la... Ah non, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. J'ai pas tant peur, cela dit. La curiosité pointe le bout de son nez, et puis... Il ne m'est jamais rien arrivé, alors que j'ai passé des journées entières allongé, comateux de fièvre. Difficile de faire plus vulnérable. Cependant, j'ai passé l'après-midi à tailler et durcir au feu de bois une longue branche de noisetier. Ça me rassure, je crois, d'avoir quelque chose de plus discret et plus maniable que mon fusil. Et puis, je pourrais m'en servir comme levier. Je pourrais ouvrir demain le petit meuble en bois qui me résiste toujours. Peut-être les secrets qu'il recèle me seront utiles. En attendant, j'ouvre l'œil en continuant, par superstition, mes nouvelles habitudes qui me maintiennent, peut-être, sans que je le sache, en vie. Jouer de l'harmonica au coucher du soleil, réparer ma cabane, et, pour être honnête, parler de plus en plus au cadre. Ouais. Même si tu t'en sors, Chance, tu vas pas revenir entier. Après l'accident, jour 8. Le petit meuble de bois est ouvert. Inventaire de son contenu et commentaires. Un livre sur les anciens dieux de Téhéran. Un bouquin passionnant sur les mythologies anciennes et les croyances polythéistes du Moyen-Âge. Je me suis tout particulièrement intéressé au chapitre sur le dieu Pandora. Le dieu, je cite, de la mort, des fantômes et du jugement dernier, qui a le pouvoir de maintenir sur terre en âme damnée errante des pécheurs de ce monde. Les pécheurs. Ceux qui commettent le péché, pas ceux qui vivent dans les cabanes. Encore que... Si Pandora est amateur de jeux de mots ou nul en orthographe, ça expliquerait mes étranges voisins. Pas de traces d'eux aujourd'hui. Un autre chapitre pourrait me concerner. Il parle de la divinité de l'eau douce, tantôt appelée Mésali,
tantôt appelé l'enfant loutre. Des indications des anciennes prières et cultes sont écrites. À vivre sur une rivière, je devrais peut-être essayer. C'est un gros pavé que je continuerai à lire. Petit 2. Un livre de survie en forêt, avec un glossaire des plantes et champignons comestibles, différentes techniques de pêche et des pages sur comment allumer un feu, les différents types de nœuds, etc. Utile. Numéro 3, 4 vieilles boîtes de conserve que je ne me risquerai pas à manger. Si je devais donner une estimation de l'âge du contenu de ce coffre, je dirais entre 120 et 150 ans. Il y a des dates sur les livres, mais je ne suis pas du tout historien, et encore moins expert sur le calendrier de l'antémonde. Ou en 120 ans, disons, si les livres ont bien vieilli, la nourriture, elle, sûrement pas. Numéro 4, une ancienne grosse pièce de monnaie, de cuivre, représentant 2 femmes qui se tiennent la main sur une face, et la valeur du côté pile. 10 unis. Aucune idée de sa valeur aujourd'hui. Et numéro 5, la tête en bois d'une petite poupée. Du corps, qui devait être fait en tissu, il ne reste plus que de la poussière, dévorée par le temps et les mythes. Mais la petite tête de bois a survécu. Un visage très enfantin, bien plus vieux que moi. Voilà l'étude de mon fabuleux trésor. Ça fait 2 soirs maintenant que, même après avoir pêché et mangé, je remets ma lampe à l'eau, retenue par un fil, pour observer la lente ronde des poissons qui se créent systématiquement. Quand la nuit se fait, et que toutes couleurs y ont été aspirées, un spectacle incroyable se crée sous l'eau. Des algues vertes et rouges bordeaux, des poissons bleus et dorés, des petits cailloux qui roulent dans le courant, des morceaux de bois flottés sombres. Et les ombres des carpes devant ma lampe qui cachent et dévoilent lentement des pans entiers de ce décor multicolore. J'en retire un très grand sentiment d'apaisement, de repos. Un étrange sentiment d'être à ma place, ici, au milieu de nulle part, seul au monde. Exéas, ancien dieu de la nuit, du repos, du soin et de l'apaisement. Symbole des vagues qui sortent d'un croissant de lune. Quand Exéas rencontre l'enfant loutre, la cabane de chance et la danse des poissons. Après l'accident, jour 9. Et si c'était moi le fantôme? Si j'étais mort depuis l'accident, que mon esprit survivait par habitude en mode automatique, me simulant un quotidien, mais qu'en fait, tout ceci était faux. Ça expliquerait les bruits et la présence. Ils ne sont pas mon fantôme, je suis le leur. Et en entendant des bruits étranges venant de ma cabane, ma voix, mon harmonica, les vivants ont pris peur et ont écrit hanté sur le mur extérieur, comme un avertissement, dans une langue que, le jour, je ne comprends pas, mais que je peux lire quand vient la nuit, quand la frontière entre mort et vivant s'estompe, quand Exéas accueille Pandora pour lui offrir un peu de réconfort. Alors, je peux entrevoir, à travers le rideau de la mort, les lumières de la vie, et je peux presque effleurer du doigt leur présence. Et pourtant, si j'étais mort, et si j'avais conscience de l'être, tout ceci me semblerait-il si réel ? Le temps me paraît dense, la faim me paraît réelle, et la douleur existe bel et bien, à mon ventre, à ma jambe et à mon crâne, quand après une nuit sans dormir, je retourne encore et encore ce problème dans mon esprit fébrile. Le marcheur est revenu, hésitant autour de ma cabane, invisible à mes yeux de fantôme. Apeuré, lui aussi, aux plus sombres heures de la nuit. Je n'ai pas voulu le faire fuir ou disparaître. Alors je ne me suis pas levé, je ne suis pas sorti. J'ai simplement frappé 3 fois contre le mince mur de bois qui nous sépare, comme pour l'inviter à franchir cette non-porte. Les bruits de pas se sont arrêtés. J'ai frappé de nouveau, 3 fois. Silence.
J'ai frappé de nouveau, persuadé que j'avais rompu le charme, que je l'avais fait fuir. Et le marcheur s'est approché du mur. Je l'ai entendu s'approcher et s'asseoir contre la paroi, si proche de moi. Et il a frappé, à son tour. 3 coups, comme les miens, un peu plus lents, un peu plus hésitants peut-être. J'ai frappé une fois. Il a frappé une fois. J'ai frappé 2 fois. Il a frappé 2 fois. J'ai frappé ce petit rythme musical appelant un 1-1 conclusif, mais il ne semblait pas le connaître car il a juste reproduit mon motif. J'ai appelé « Bonjour ?» Pas de réponse, et pourtant il me semblait deviner une respiration. Mais ce n'était peut-être que le vent et la rivière. Puis, un bruit de frottement, de son côté. Ce sera sa dernière interaction pour ce jour-là, et je comprendrai au matin en allant voir dehors. Il écrivait quelque chose au charbon, des symboles qui ne prendraient sens, là encore, qu'à la nuit tombée. Ami ? Après l'accident, jour 10. Eh oui, jour 10. Déjà 10 jours que je suis là. Et bizarrement, je le vis plutôt bien. Entendons-nous bien. Si un camion passait là, je sauterais dedans avec plaisir. Mais je ne vis pas l'enfer que je pensais vivre lors de mon installation, mon emménagement, dans cette cabane. Comme on se rappelle les événements mais qu'on oublie le quotidien, laissez-moi vous raconter un peu ma journée type. Je me réveille avec le soleil et me fais un brin de toilette avec l'eau de la rivière que je remonte grâce à un seau et une corde. Puis je mange les éventuels quelques fruits que j'avais ramassés la veille. Une grosse partie de ma matinée part dans l'exploration et la recherche de nourriture. Le livre de survie m'aide grandement à identifier ce que je peux manger et ce à quoi il ne faut pas toucher. Autour de ma cabane, je peux trouver en vrac des myrtilles, un bouleau pour la sève, un pommier, des orties pour la soupe, du trèfle comestible, de l'ail des ours et une espèce de blé sauvage pour épaissir le tout. La cueillette est souvent fastidieuse et lente, mais j'ai tout mon temps. Le midi, je mange, et maintenant je peux le faire en bouquinant. J'ai par exemple appris qu'Exéas, le dieu du soin, est le fils de Mésali l'enfant loutre, dieu ou déesse des rivières. Ça semble faire pas mal sens dans mon quotidien, car cette rivière prend assez soin de moi. J'ai également appris, dans ce livre, qu'on appelle Octa, la déesse de la forêt et de la chasse. C'est une divinité métamorphe qui apparaît aux yeux des hommes sous la forme de différents animaux, qui ont tous le point commun d'avoir les yeux verrous. Ainsi, on peut la reconnaître sous sa forme terrestre. C'est passionnant. Mes après-midi commencent par une sieste, car mon énergie est encore limitée. Puis c'est rangement et exploration des environs. Ma cabane est enfin complètement vidée des débris de bois et de métal inutiles. Les cabanes 3 et 4 se sont révélées vides, dénuées d'intérêt. Mais la 2, je ne sais pas. Il faudra que je saute par-dessus le trou dans la passerelle, et rien ne presse. Mes fantômes ne m'effraient plus trop, et je les prends plutôt comme une énigme à décrypter. Je les appelle naturellement mes fantômes le jour, mais je me pense plus comme leurs fantômes la nuit. C'est drôle. Je parle beaucoup à Myrtille dans le cadre, et à Tête de Bûche, la petite poupée trouvée dans le meuble. Je commente mon quotidien, leur pose des questions sans attendre de réponse. Je les emmène avec moi partout. Je ne sais pas si ça préserve ma santé mentale de leur parler, ou au contraire accélère ma descente vers la folie. Enfin... Je suis descendu jusqu'à la rivière aujourd'hui, en prenant garde à ne pas glisser dans la boue traîtresse. Je voulais aller voir la barque qui surnageait. Il faudrait que je la sorte de l'eau pour faire une estimation des dégâts et voir si elle est réparable. Mais ce qui m'a plongé à la fois dans un abîme de perplexité et une grande joie, c'est le nom du bateau, écrit sur son flanc. Arsinoé.
Comme sur le cadre. C'est le bateau de Myrtille. Ça rend cette photo si proche, si réelle. J'ai aussi vu des grosses algues dans l'eau. Je n'ai pas encore réussi à identifier. Une espèce d'algue en forme de poche mauve qui se balance dans le courant. À creuser. Et le soir, c'est pêche, harmonica, dîner au feu de bois et danse des poissons. Non, vraiment, ça pourrait être pire. Après l'accident, jour 11. Ah, tant à écrire avant d'oublier. Le soleil va se lever. Je vois l'aurore poindre. J'écris à la lueur des dernières braises que j'ai ravivées pour avoir juste assez de lumière pour écrire. Le fantôme est revenu. Je ne voulais plus l'appeler le marcheur ou le fantôme, donc j'ai voulu lui donner un nom. S'il est mon double ou mon négatif, si on coexiste d'un côté et de l'autre de la mort, ou des dimensions, ou du miroir, ou je sais quoi, et si je m'appelle Chance, alors toi, mon vieux, tu n'as pas d'autre choix que d'être Poisse. Poisse est revenu, a frappé à ma porte aux premières heures de la nuit. Je savais que c'était lui. Me demandez pas pourquoi. Je sais des choses que la raison ne peut expliquer. Il voulait que je sorte, que je le suive. Je me suis mis debout, entraînant une vague de douleur dans ma jambe. J'ai attrapé ma béquille, fabriquée il y a 2-3 jours, et j'ai délicatement ouvert la porte. Je ne le voyais pas, et pourtant, je savais qu'il était là. J'ai marché doucement, tellement doucement sur le ponton de bois pour ne pas rompre la magie. J'avais l'impression de marcher avec une assiette pleine d'eau, et le moindre faux pas renverserait et briserait la magie, arrêterait le rêve. Ou une bulle de savon fragile que je devais transporter. Beaucoup d'autres étaient là, dans leur monde que je pressentais, et je suppose que comme moi, ils me devinaient sans me voir. C'était si étrange. Je sentais leur présence, j'aurais pu pointer du doigt la position de chacun, et pourtant mes yeux ne me renvoyaient aucune image, et mes oreilles aucun son. Mais c'était comme s'ils existaient au-delà de mes sens, en ultraviolet ou en infrason ou je sais pas. Poisse m'invitait toujours à avancer. Je m'efforçais de rester dans le rêve, car je savais que si je prenais du recul, si je me regardais comme j'étais, c'est-à-dire debout, en caleçon, seul dans la forêt de nuit à retenir ma respiration dans le silence, le charme serait rompu et je me retrouverais seul. Comme quand on prend conscience qu'on est en train de rêver, mais qu'on joue le jeu de rester endormi, vous voyez ? Poisse m'a guidé sur une route pavée. Des lanternes éclairaient mon chemin, et la musique au loin se faisait entendre. Un rythme qui me paraissait à la fois bancal et familier. Les badauds, curieux, apeurés pour certains, amusés pour d'autres, m'observaient. Poisse me fit passer par les portes de la ville, monumentales, toutes faites de verre pailleté d'or qui brillaient dans la nuit. Il m'amena devant une grande maison, et je compris qu'il s'agissait de la demeure du chef ou du roi ou quelque chose dans ce genre, et qui voulait me présenter. Il ouvrit la porte, des escaliers s'enfonçaient dans la terre. Il s'y engouffra. Je le suivis et je me cognai contre le sol boueux. Je clignai des yeux. J'étais seul dans la forêt sombre. J'avais froid. Plus de lanternes, de musique, de portes de verre. Plus de Poisse. Que le silence et le froid. Dans mon monde, le tunnel aux escaliers n'existait pas. Ou bien il avait été bouché il y a bien longtemps, ou il n'avait pas encore été creusé, que sais-je. J'ai essayé de me reconcentrer pour retrouver la magie perdue, mais rien. Un profond abattement me prit. Ce monde merveilleux, magnifique, si proche, et pourtant à jamais inaccessible à l'être que je suis. Je suis rentré à la cabane. J'avais marché beaucoup plus que je ne le pensais. J'ai ravivé le feu pour écrire de suite et je vais me coucher, incertain de ce que je pense de tout ça. J'ai tellement sommeil. Note, j'ai identifié les grosses algues en poche grâce à mon livre. Ce sont des rêves de Solfrid, connus pour causer des hallucinations si on en consomme. Apparemment, boire l'eau dans laquelle elles poussent est sans risque. Tant mieux parce que je le fais depuis mon arrivée. Ça aurait expliqué des tas de choses, cela dit.
Après l'accident, jour 12. Mon interaction physique avec le monde de Poisse n'est pas totale. Je peux sentir sa présence, mais je ne peux rien toucher, sentir, bouger. Je sens bien que les cabanes sur le fleuve existent aussi dans son monde, mais elles sont habitées. Son monde est vivant, peuplé, joyeux, là où le mien est mort, vide et triste. J'aimerais pouvoir traverser le voile et arriver dans son monde, mais au fond de mon être, je sens que c'est impossible. Je pouvais, cependant, affiner notre moyen de communication. Le fait qu'il puisse m'écrire sur le mur m'a donné une idée. Une idée de fou, mais une idée quand même. Au soir tombé, je me suis ouvert à Poisse, l'invitant, guettant sa présence. Il s'est vite montré. Je l'ai guidé jusqu'à une étendue de terre nue proche de ma cabane et j'ai tracé « bonjour » dans la poussière, du bout d'un bâton. Une idée de fou, vous avais-je dit. J'ai attendu, fébrile, de voir s'il pouvait me répondre. J'ai senti qu'il écrivait à son tour, mais devant mes yeux déçus, rien n'apparaissait. J'avais beau fixer la terre meuble de toute mon âme, rien n'apparaissait. Je me suis pris la tête dans les mains de désespoir, me moquant de ma propre bêtise. Et quand j'ai relevé les yeux, une réponse était inscrite dans la poussière. « Bonjour, Arsinoé ». La magie qui reliait nos mondes ne devait être assez puissante que pour faire des changements du coin de l'œil, des détails minimes qu'on voit à peine, pas des miracles avec lévitation et effets pyrotechniques. Il me suffisait dès lors de détourner le regard un instant ou juste de cligner des yeux pour voir apparaître le message de mon étrange correspondant. Nous écrivions chacun dans nos langues respectives, et bien qu'aucun de nous n'avait appris celle de l'autre, nous nous comprenions parfaitement bien, nos écritures servant de médias à un échange d'idées. Les tentatives de transcription faites ici appauvrissent des formes, simplifient douloureusement le propos, mais je préfère une version bâtarde à l'oubli. Poisse, c'est ainsi que son nom m'apparaissait, mon esprit l'ayant déjà nommé, m'apprit qu'il vivait dans une ville toute proche, celle que j'avais visitée la veille. Quand je lui demandai le nom de la ville, il ne me transmit qu'une sensation sucrée et transparente. Cette sensation était-elle le nom de la ville ? Ils appellent la rivière Joueuse. Là encore, nom, adjectif, et se désignent eux-mêmes comme les habitants. Fait étrange, ils m'appellent d'un nom qui m'apparaît comme Arsinoé. Alors je ne sais plus où, mais j'ai vu ce nom quelque part, il me dit quelque chose. Poisse s'adresse à moi dans un ton qui mélange gentillesse et respect, mais aussi peut-être déférence, voire crainte. Je lui parle de mon accident, et il me répond qu'il sent que je reprends des forces et que ça le réjouit. Il s'excuse d'avoir eu peur la première fois. Il ne savait pas que c'était encore moi, ne savait pas que j'étais revenu. Je lui parle de ma fille Myrtille, et il ne semble pas comprendre la notion de fille. J'arrive pas à savoir si je m'exprime mal, ou bien si la notion de filiation, voire de reproduction, n'existe pas chez lui. Nous avons lentement mais longuement échangé, et j'ai fini par aller dormir quand la fatigue m'a pris. Je sens de mieux en mieux comment ouvrir ou fermer mon esprit à cet autre monde, et j'ai décidé de bien dormir en m'ancrant dans ma réalité. Ma cabane, mon fusil, qui ne m'a pas servi une fois, mon foyer au métal noirci, mon harmonica, mon couteau, ma lampe et mes poissons, mon cadre avec ma fille, ma petite poupée de bois, ma rivière. C'est vrai qu'elle est joueuse. Après l'accident, jour 13. Un détail de l'accident m'est revenu. J'ai besoin de me couper de Poisse et de son monde aujourd'hui pour réfléchir. J'ai vu le monde de Poisse ce soir-là. Enfin, je l'ai senti, comme je l'ai senti hier et avant-hier, aux frontières de mes sens. J'étais sur la route, le soir est tombé, et je suis passé sous l'arche. Et j'ai senti toutes ces présences autour de moi qui me regardaient.
et une est apparue juste devant moi. J'ai fait une embardée pour l'éviter, et j'ai atterri sur le bas-côté, ou dans le fossé, où la mine m'attendait, où la mine était là, et j'ai sauté. Je n'avais jusque-là pas prêté attention à ce que je ne considérais même pas comme un souvenir, mais soit comme des hallucinations de fièvre post-accident, ou même plus probable... Oui, j'avais dû m'endormir en roulant, j'avais rêvé de ces formes-là et j'ai eu un accident. Mon cerveau a dû choisir cette explication sans me demander mon avis, et je n'y avais pas repensé. Jusqu'à ce que je les voie de nouveau, et bien réveillés cette fois. Est-ce eux qui m'avaient amené ici ? Leur monde m'avait-il appelé ? Étais-je arrivé ici par hasard ? Les habitants me veulent-ils du mal ? Ou bien, toujours, suis-je mort depuis l'accident, et Poisse n'est en fait que Chantal ou Philippe, un pauvre bougre que je hante sans le savoir ? Autre chose, je sais où j'ai vu le mot Arsinoé, nom que m'avait donné Poisse. C'est le nom du bateau de Myrtille dans le cadre. Mais ce n'est pas tout. Le nom apparaît aussi dans le livre sur la mythologie ancienne, et c'est troublant. Je vous recopie le passage. Isée, déesse du ciel et maîtresse des vents, de la pluie, du soleil et des étoiles, a eu 2 enfants. Solfride, déesse des secrets, des rêves, des désirs et des ruses, et Arsinoé, le dieu de la chance. Le dieu de la chance. Chance, putain, c'est mon nom. Pourquoi mon nom se retrouve sur le bateau de ma fille ? Et pourquoi Poisse m'appelle comme ça ? Est-ce que Arsinoé et chance sont synonymes dans sa langue ? Et les subtilités sont perdues au cours de la traduction ? Je suis tiré, je suis transpercé de sentiments contraires. La sensation d'avoir été piégé et en même temps d'être enfin à ma place. Cette sensation de n'y rien comprendre, mais de me poser enfin les bonnes questions. D'être sorti de ma vie, de la vie réelle, d'être mort, et à la fois d'avoir vécu dans un rêve jusqu'à aujourd'hui, de m'être enfin réveillé. Le symbole du dieu Arsinoé est le bandeau sur les yeux, comme dans mon rêve. La confiance dans l'avenir, la confiance dans la chance. Au bord du ravin, je me suis bandé les yeux et... C'est donc apparemment ma sœur, Solfride, qui a créé ces algues hallucinogènes qui poussent au pied de la cabane. Du moins, on les lui attribue. Après tout, si c'est dans la famille, ça ne peut pas faire de mal. Je connais mon programme de demain. Zrotak rouge en discal l'air pas après l'accident jour 14. Chance. Chance. Ah. Chance. Chance. Merci, Solfride, pour le beau rêve. Papa. Merci. Franchement. Sur le bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Sur le bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Sur le bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Myrtille. Alia. Sur le bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Chance. Après l'accident, jour 15. J'émerge difficilement après 24 heures de rêve éveillé. De cauchemar, devrais-je dire.
J'ai mangé un peu d'algues, le rêve de Solfrid, que le livre décrit comme pouvant provoquer des hallucinations. Une demi-heure après, je ne sentais rien, alors j'ai avalé l'algue en entier. Comprenez-moi, je suis paumé ici. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'aurais eu une bière ou un petit pétard de Rika, j'aurais choisi ça. Je voulais juste souffler un peu. Eh bien, cette algue m'accueillit bien proprement. Je m'attendais pas à ça. Une journée complète d'hallucinations totales, à vivre et revivre mon rêve du bateau les yeux bandés, à voir des formes fantomatiques, des habitants toujours au coin de l'œil, à rêver de poissons, de motos, de fusils, de cabanes. J'aimerais vous dire que je suis resté allongé dans ma cabane à délirer pendant tout ce temps, mais quand je me suis réveillé ce matin, plusieurs choses m'ont fait comprendre que non. 1. Je me suis réveillé trempé, de la vase entre les orteils. Suis-je descendu jusqu'à la rivière? 2. Il manque 3 balles de mon fusil, portant le total restant à 10. Je n'ai aucun souvenir d'avoir tiré, encore moins sur quoi. 3. Le cadre de la femme est brisé. Le verre de protection, du moins. Est-ce qu'il a chuté? Est-ce que je l'ai brisé? 4. Ma lampe était allumée dans le filet, immergée aux côtés de 3 poissons probablement enfermés depuis des heures. Ils m'ont fait pitié, je les ai relâchés. Faut dire que j'ai vraiment, mais alors vraiment pas faim. Je suis allé me rafraîchir pour me réveiller un peu. Il faut que je parte d'ici. J'ai relu ce journal jusqu'ici et c'est le récit d'un fou. J'ai pris peur en me relisant, sans même parler de ma fresque sous psychotrope d'hier. La femme dans le cadre n'est pas ma fille, et pourtant je l'appelle comme elle. Je maintiens mon esprit fermé à cet autre monde qui ne peut avoir existé, qui ne peut exister. Déjà 2 semaines que je suis là. Je pensais que si j'avais un endroit chaud, à boire et à manger, je pourrais survivre. C'était sans compter sur la santé de la vieille caboche. Il faut que je parte. Ironiquement, j'essaye de m'ancrer dans la réalité, mais j'envisage la solution que m'a apportée mon rêve. Je vais aller sortir le canot, l'Arsinoé, de la boue, voir s'il a besoin de réparation, et partir dessus en suivant le courant. Je finirai bien par trouver quelque chose. 15 jours que je suis là et pas âme humaine qui vive. Si j'attends que l'aide vienne, je mourrai ici. Après l'accident, encore jour 15. Ok, après tentative, l'Arsinoé est méchamment embourbé, et en tirant juste dessus à la main, debout, les pieds dans la vase et de l'eau jusqu'aux cuisses, je n'y arriverai pas. Il faut que je pense à quelque chose. Mais demain, là je vais dîner. C'est drôle parce que les pieds dans la rivière à tirer sur le bois de la coque comme un beau diable, je me suis remémoré un truc à travers les brumes de mon blackout drogué. J'ai déjà essayé de sortir le canot de la même manière hier. Après l'accident, jour 16. Cette lettre s'adresse à Alia, fille de Tesnim et Naïm. Dernière adresse connue est le 14e cercle, quartier de la Gorge, Ombreville, Saint-Royaume de Célida. Ma chère Alia, si tu lis ces lignes, c'est que je suis mort, car si je survis à tout ça, je pense que je viendrai te dire tout ça de vive voix. Pardonne ma fébrilité dans les pages précédentes. Et pardonne-moi de parler si souvent de notre fille, et si rarement de toi. On ne devrait jamais penser plus souvent aux morts qu'aux vivants. Je pensais qu'en me forçant à t'oublier toi, ça m'aiderait à l'oublier elle. Vous vous ressembliez tellement. J'en pouvais plus dans le quartier, dans la ville entière, d'être celui qui a perdu un enfant. Et d'une maladie en plus. Personne à blâmer, pas de vengeance à accomplir, pas de grande quête du pardon pour guider ma vie. On a un mot pour nommer un enfant qui perd ses parents, orphelin. Mais l'inverse, ce qu'on a vécu, est innommable. Reprends-toi, elle aurait voulu que vous continuiez à vivre. Tu sais, j'ai perdu mon chien, je comprends un peu ta douleur. Allez, secoue-toi, ta femme, elle est là. J'en pouvais plus de leurs remarques.
Mais pourtant, t'étais bien là, toi. Tu n'attendais rien d'autre de moi que je sois là. Que je sois abattu, hystérique, enragé, catatonique, hébété, fou, dans le déni même. Tu m'aurais accueilli, juste pour qu'on soit ensemble, à essayer en tâtonnant de continuer à vivre. J'ai même pas pu te donner ça. Je suis parti. Si tu savais comme je m'en veux. J'aimerais me dire que j'avais pas le choix. C'était la seule option que la tristesse ravageuse me laissait, mais ce serait faux. J'avais le choix. Je pouvais rester, pleurer, crier, casser, détruire et reconstruire, écouter, parler, aimer. Mais j'ai choisi la fuite et le silence et le froid. Je la voyais dès que je te voyais. Et ton infinie bonté, ton infinie patience envers moi, alors que toi aussi, tu traversais les 7 brasiers de l'enfer, me renvoyait ma propre faiblesse, à ma propre lâcheté. Dans un égoïsme terrible, j'ai fini par te haïr d'être triste. J'ai fini par te haïr d'être bonne. Et je suis parti. 6 ans sur les routes, à fuir ce fantôme qui n'est pourtant jamais loin. La preuve en est ce carnet. Notre vie aurait été différente, sûrement pas parfaite, mais notre vie aurait été. Je ne vis plus depuis que je suis parti. Je survis tout au plus, avalant des kilomètres et des kilomètres de route, comme si on pouvait semer le deuil plutôt que d'y faire face. À la première page de ce journal, j'écris « Je n'ai ni famille, ni amis à qui transmettre ces mots. » C'est vrai. Mais j'aurais pu t'avoir, toi. Je ne pourrais jamais me regarder en face et me pardonner. Alors pourquoi te demanderais-je de le faire? J'espère que tu m'as oublié. Que tu nous as oubliés. Que tu nous as oubliés, Myrtille et moi, et que tu as refait ta vie. Ailleurs qu'à Ombre, peut-être. T'es peut-être retourné en Chloïdie, avec son train aérien entre les îles dont tu me parlais si souvent. Tu manges des rôtis de lave à côté de la grande fonderie de l'île de Barkhane, et tu ris si fort que tu en pleures un peu. Tu pleurais beaucoup, mais ça faisait longtemps que je ne te voyais plus rire. J'aimerais te revoir une dernière fois, juste pour être sûr que tu m'as oublié, que tu ne m'attends plus, que tu n'as plus besoin de moi. Moi, j'ai arrêté de savoir si j'avais besoin de quelque chose le jour où je suis parti, le jour où j'ai arrêté de vivre. Je mourrai peut-être ici, mais j'ai arrêté de vivre il y a bien longtemps. Je t'aime. Chance. Après l'accident, jour 17, j'ai pris 3 résolutions aujourd'hui. 1. Je pars d'ici pour rejoindre Ombreville et peut-être retrouver Alia. 2. J'arrête d'être un gros con. Du moins, j'essaye. 3. Et corollaire de la numéro 2, j'ai le droit de m'ouvrir et de demander de l'aide. J'ai pris ces 2 dernières résolutions suite à l'échec de la première. J'étais pourtant persuadé que mon idée marcherait. J'avais attaché la proue du bateau au bras mécanique qui me sert habituellement à manœuvrer le filet de pêche. Je voulais utiliser le système comme une sorte de levier pour extraire le bateau de la vase. Mais devant le bras qui craquait et couinait, j'ai préféré arrêter, avant de casser mon seul moyen d'obtenir de la nourriture. J'ai détaché la corde et je suis descendu sur la berge, tirant et hurlant comme un dément, à m'en faire saigner les mains sur la corde rêche. Je suis tombé à genoux, impuissant et désespéré. Et j'ai senti Poisse, aux portes de ma conscience, qui m'appelait doucement. Ça fait 4 jours que je m'étais fermé à lui et son monde, et il me demandait l'autorisation d'intervenir, d'agir sur mon plan. Comme les vampires ont besoin de l'autorisation d'entrer, ne pus-je m'empêcher de penser. Épuisé, j'ai baissé ma garde et l'ai invité à entrer. Toujours sans le voir, j'ai su qu'il était là, et qu'il n'était pas seul. Tout un groupe s'était formé autour de moi,
pauvres choses en pleurs, essoufflées, à genoux dans la boue. Et ils ont pris la corde, et ils ont lentement commencé à tirer. Que nos mondes puissent entrer en collision physique de manière si concrète me laissa sans voix. Bientôt, je sentis une demi-douzaine de nouveaux habitants venir tracter le bateau qui commençait à sortir de l'eau. Si je ne devais faire confiance qu'à mes yeux, il n'y avait à voir qu'une corde qui flottait seule dans la nuit, difficilement distinguable à travers une sorte de brouillard ou de mirage de chaleur ou de distorsion des couleurs, mais ils étaient là, et ils m'aidaient. Le canot fut entièrement sur la berge en moins d'un quart d'heure. Je sautais de joie autour de moi, me rendant compte qu'il était, à quelques menues réparations près, plutôt en bon état. Les habitants attendaient, sans trop comprendre mon agitation. Ils l'avaient fait parce que c'était important pour moi. Point. Pas besoin de comment ou de pourquoi. Juste un geste de bonté altruiste pure. J'en eus les larmes aux yeux. Poisse s'approcha de moi. « Que veux-tu, Arsinoé » traça-t-il dans la boue. « Partir. Alors, nous t'aiderons. » Après l'accident, jour 18, Alia, je rentre à la maison. Avec l'aide des habitants, les réparations du bateau ne devraient pas me prendre plus d'un jour ou deux. Ils m'ont aidé à le remonter à sec et m'apportent du bois pour la coque, m'aident à le frotter, le poncer, le laver. Je croyais au début qu'ils me prenaient pour leur dieu, Arsinoé, et qu'ils m'aidaient par crainte du châtiment divin, mais je crois aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ils le font par bonté pure. Les habitants ne sont pas des fantômes, ou alors tous les fantômes sont des habitants. Ce sont nos cousins, avec qui nous partageons la terre. Nous n'habitons pas vraiment au même endroit, de la même manière que les poissons ont la mer et nous avons la terre, que les oiseaux ont les cieux et nous avons le sol. Ils ont leur réalité, leur dimension, leur plan, et nous avons le nôtre. J'ai la certitude, au fond de moi, qu'une fois revenu à la ville, je ne pourrai plus les voir. Ils n'ont pas la place pour exister dans le bruit des sociétés humaines, dans le stress des cathédrales de l'industrie. C'est un peuple qui vit dans le silence et la tranquillité, dans l'ombre et le sommeil, dans les respirations entre les phrases. Nos grandes catastrophes ont été une bénédiction pour eux, enfin de l'espace, de la lenteur, du silence. Ils se sont installés dans les endroits que nous désertions, ne craignant ni la pollution ni les maladies. Et effectivement, je ne suis pas là par hasard. Il n'y avait dans ma vie, depuis 7 ans, que silence et solitude. J'avais tout pour les y accueillir. J'ai envie de retenir ces mantras pour mon retour, alors je les écris. Altruisme, lenteur, entraide, résilience, patience, silence, acceptation et écoute. Ils m'ont offert tout ça, malgré la première frayeur que j'ai dû leur faire. Je comprends, ils avaient peur que ne reviennent le bruit et le feu et la fureur. Ils sont tout aussi légitimes que nous à habiter cette planète, mais sous prétexte qu'ils sont plus faibles que nous, ils seront disqualifiés. Imagine-t-on les gouvernements du monde aménager des hectares de silence pour d'invisibles voisins? Ils ont pourtant toujours été là, je pense. Leurs mots glissant lentement, consciemment ou inconsciemment dans notre langage. Toutes ces anciennes divinités, Arsinoé, Pandora, Mésalie, Exéas, ont peut-être une signification dans leur langue. Qui sait, jusqu'à nos pays, nos prénoms. Je me rends compte en écrivant qu'ils sont sûrement présents partout, beaucoup plus qu'on ne le croit. Tous les phénomènes inexpliqués, les apparitions, les objets qu'on aurait juré avoir rangés ailleurs, les fantômes, les journées où tout nous réussit. Les gens qui se savent chanceux laissent peut-être tout simplement inconsciemment les habitants entrer dans leur vie et y répandre du bien. Je divague peut-être, sûrement même, mais je me sens entouré,
aimé même, à réparer cette carcasse de bois au bord d'un fleuve inconnu, à des milliers de kilomètres de chez moi, avec une jambe en vrac et une vilaine cicatrice au ventre. Et Poisse n'est pas le fantôme de ma fille morte ou mon double du futur, c'est juste un brave gars qui a vu un autre gars passer une journée bien pourrie et qui s'est dit « je vais l'aider ». Be a good guy, be like Poisse. Après l'accident, jour 19. C'est le jour du départ. Le bateau est prêt. Je l'ai chargé de mes affaires, de nourriture pour pallier à un long voyage. Je laisse le cadre ici. La femme ressemble de moins en moins à Myrtille. Je raccroche le portrait à la place où je l'avais trouvé, désolé de l'avoir brisé. Je laisse aussi la tête de poupée. Je prends en revanche le filet, je risque d'en avoir besoin. Les habitants prendront soin de l'éventuelle prochaine personne à venir s'échouer ici, au bord de l'autre rive. Je me sens un peu triste de quitter ce monde de silence que je n'ai fait qu'entrevoir, mais je sais bien que mon corps de chair est condamné à rester de ce côté-là du monde. Je leur ai joué de l'harmonica, aux habitants, tout doucement, pour ne pas les brusquer, comme quand on souffle sur la flamme d'une bougie pour la faire danser sans l'éteindre. Pour les remercier, c'était. Ils m'ont tellement apporté. Je leur laisse le fantôme de ma fille. Moi, je n'en garde que le souvenir. C'est presque une réincarnation, mourir pour mieux renaître. Je me surprends à penser que j'aimerais leur envoyer des cartes postales pour leur donner de mes nouvelles de ma nouvelle vie, qu'ils soient fiers de moi. Je dis aussi au revoir à la cabane et à ses alentours. Elle aussi, elle a pris soin de moi. Je ne pensais pas y rester si longtemps, mais je ne pensais pas y rester si peu. Je n'ai pas exploré cabane numéro 2, je n'ai pas visité l'autre rive de la rivière, je n'ai pas cartographié la forêt comme je le voulais. Je n'ai pas rassemblé les débris de Stewball, je n'ai pas bouché tous les trous du toit, la météo clémente m'aura permis d'y couper. Je n'aurais pas fabriqué de petits moulins à eau pour Mésalie l'enfant l'autre. Je n'ai pas trouvé où j'avais tiré ces 3 balles de fusil lors de ma nuit hors de tout. Tant pis. Il me faut faire le deuil de tout ça, car je compte bien ne jamais revenir ici. Je termine l'écriture et j'embarque. Selon mes connaissances sommaires de géographie, la rivière devrait m'emmener soit au nord-est vers la mer des tempêtes, soit vers le golfe d'Ambre au sud. Je n'ai ni moteur ni rame. Il faudra que quelqu'un me voie avant que je ne sois en pleine mer. Mais j'y vais confiant. J'y vais à l'aveugle, sans connaître ma destination, les yeux métaphoriquement bandés. Ne suis-je pas Arsinoé, dieu de la chance? Je lâche prise et je ferai confiance. Je vais m'ouvrir et avoir la foi. À nous deux, joueuses rivières. Merci aux habitants. Merci Aléa. Merci Myrtille. Merci pour tout. Au bord du ravin, je me suis bandé les yeux. La chance sourit aux audacieux. Après l'accident, jour 383. Un peu plus d'1 an après cette aventure, j'ai eu envie d'écrire de nouveau, mais j'ai perdu mon stylo plume. Je me rends compte que je n'avais jamais raconté la fin de l'histoire. J'ai descendu la rivière pendant 3 jours. Autour de moi se succédaient des décors de nature sauvage et d'architecture titanesque à l'abandon. Mais personne. J'ai finalement, et c'était ma pire crainte, fini dans la mer. Et je n'osais pas me jeter à l'eau pour rejoindre la rive à la nage, ma jambe ne me permettait pas de nager. J'ai essayé de ramer avec les mains, à plat ventre, sur le bateau, ou avec mon fusil, mais c'était peine perdue. Je m'éloignais irrémédiablement de la côte. J'ai dérivé bien après que mes provisions et mon espoir fussent terminés, mais j'ai fini par être secouru par un chalutier chloïdien qui me trouva moitié fou, moitié mort, méchamment déshydraté et victime d'une sévère insolation. Ils m'apprirent que j'étais
effectivement, dans la mer des tempêtes. Ils me déposèrent au camp de réfugiés de Prières, d'où je pris un bus vers Savoir, et de là je montai dans un convoi militaire vers Ombre. Devant mon ancienne demeure, on m'apprit qu'Alia était toujours vivante, mais qu'elle était effectivement repartie vers sa Cloïdie natale. Je pris un vieux train à travers les montagnes de Siraga, puis après quelques mois de péripéties et de trains aériens, j'arrivai à Mouvement, où on m'apprit qu'une vague de famine avait poussé une grosse partie de la population vers les régions polaires, et qu'elle et sa famille étaient partis vers Télévas, loin au nord. Toutes ces déconvenues auraient pu me décourager, mais ma vie avait un sens désormais, retrouver Alia. J'embarquai donc dans un gigantesque ferry rafistolé, direction le cercle polaire. Et je suis actuellement dans une petite péniche qui relie Horizon et Cobalt où tu serais, non loin de la forêt des géants, en Télévas. Je ne connaissais pas ce pays magnifique, seulement les 3 bagues que tu m'avais offertes. Pas étonnant que tu sois venu là. J'ai vu une luciole sur l'eau qui m'a fait penser à mon départ sur l'Arsinoé. J'ai voulu relire ce passage. J'ai donc ressorti ce journal, et comme je n'avais pas encore écrit ce moment-là, je vais le faire maintenant. Je me souviens de la course lente du bateau sur l'eau claire. Des centaines de lucioles illuminaient la nuit et me donnaient l'impression de voler dans les étoiles. La lune éclairait le lit de la rivière où des carpes dorées semblaient m'escorter en dansant sous l'eau. Il y régnait un tel calme, un tel silence. Je devinais la présence de centaines d'habitants, immobiles sur les 2 berges, à me regarder passer dans leur silence bienveillant. C'était la chose la plus belle que j'avais vue de ma vie, un moment parfait. Un sentiment de profond bonheur m'a pris ce jour-là et ne m'a jamais quitté depuis. Chance.